Cette fosse étrange est un véritable monument de l'histoire de l'aviation tombée dans l'oubli. Isolée au bout d'une piste abandonnée de la base d'Edwards, en plein désert de Mojave en Californie, cette excavation fut le point de départ d'une des expéditions les plus importantes de ce siècle. Un véritable saut dans l'inconnu. En 1947, cette fosse construite sur mesure accueillait le premier de tous les avions expérimentaux américains, le X-1. Une fois celui-ci descendu dans le trou, le B-29 de lancement était placé juste au-dessus. Le X-1 était alors treuillé dans la soute à bombe. Le B-29 devait larguer l'appareil dans l'atmosphère, où les réservoirs pleins de carburant, le X-1 allait atteindre des vitesses et des altitudes jusque-là inconnues, dans l'espoir de faire passer l'humanité de l'autre côté du mur du son. En 1939, Ezra Kocher propose un avion de recherche à grande vitesse propulsé par fusée. 5 ans plus tard, Bob Woods, ingénieur chez Bell, commence à travailler sur l'avion fusée. This was the force necessary to pierce the sound barrier. To find the proper fuselage to house this power, designers turned to ballistics. From this research emerged a body design based on the symmetry of a .50 caliber bullet. Working on theory alone, Bell engineers brought forth a radical design, which was to become the X-1, first airplane in the world to fly faster than the speed of sound. On savait qu'une partie du processus de stabilisation de cette balle de 12 mm 7 était assurée par sa rotation à grande vitesse et que certains phénomènes gyroscopiques entraient en jeu pour parfaire cette stabilisation. Mais on se posait toujours des questions. On n'était sûr de rien. En 1945, le projet est largement avancé. Le bureau d'études de Bell a proposé un avion d'une robustesse exceptionnelle, capable de résister à des accélérations de 18 G, le double de ce que supportent les autres avions. Mais la mise au point du moteur fusée s'avère beaucoup plus délicate. Chez Reaction Motors, le fournisseur, le programme d'essai est en retard sur le calendrier prévu par Bell. En janvier 1946, toujours sans moteur, le premier X-1 est transféré à Pine Castle Field en Floride pour les premiers essais en planée. Le pilote d'essai de Bell, Jack Woolhams, est sélectionné pour les premiers vols avant que l'armée de l'air ne prenne en charge la suite du programme. Un largage à haute altitude est essentiel pour la réussite du projet. Le moteur fusée consomme énormément et un décollage du sol suivi d'une montée épuiserait le carburant avant que la vitesse désirée ne soit atteinte. Ce largage en altitude, inauguré lors des essais en planée, sera une des clés du succès du programme. Le 25 janvier 1946, Woolhams et le X-1 sont largués de l'avion porteur. Les premiers vols confirment la robustesse et la maniabilité de l'appareil expérimental. Les vols motorisés vont bientôt commencer. Mais Jack Woolhams ne reprendra jamais les commandes du X-1. En août 1946, il se tue dans un tragique accident à bord d'un avion de course. En mars 1946, on décide de transférer le programme d'essai en vol à la base de Muroc dans le désert de Mojave en Californie. Woolhams est remplacé par Chalmers Lee Goodlin, ancien pilote de chasse de l'US Navy. Goodlin a décroché le poste le plus envié de la profession, mais aussi le plus dangereux. Si pour s'éjecter, le pilote doit utiliser la trappe de sortie, il a toutes les chances d'être coupé en deux par l'aile. Fin 1946, le propulseur du X-1 est monté. C'est un moteur fusée XLR-11 à 4 chambres de combustion d'une poussée maximale de 3 tonnes. Le X-1 est enfin prêt. Le 9 décembre 1946, le B-29 de lancement décolle avec le second X-1 dans sa soute à bombe modifiée. Après de nombreuses années de préparation, le X-1 va enfin effectuer son premier vol motorisé. Alors que l'énorme avion porteur rejoint l'altitude de largage, Goodlin se glisse dans l'habitacle du X-1 par l'étroite porte de côté.
Slick Goodlin effectuera 26 vols à bord de l'appareil expérimental. Lors de ce premier vol motorisé, il connaît l'euphorie de la propulsion par fusée. Il tombait comme un sac de plomb. Et quand j'ai allumé le moteur fusée, c'était comme si on m'avait frappé d'un coup de pelle dans le dos. L'accélération était phénoménale. Je n'avais jamais rien ressenti de tel auparavant. Un peu plus tard, à bord de l'appareil, Goodlin montera jusqu'à Mach 0,85. Mais un désaccord financier avec la firme Bell l'obligera à démissionner. L'ingénieur responsable du projet, Bob Stanley, tentera de le faire changer d'avis. Quand j'ai démissionné, Stanley m'a dit « Tu ne veux pas rester pour voler sur le X2 ?» Et je lui ai simplement répondu « Écoute Bob, si tu n'as pas de parole pour le X1, tu n'en as pas non plus pour le X2. » On s'est donc quitté plutôt en mauvais termes. Le programme s'arrête un moment, mais les problèmes entre Bell et Goodlin n'intéressent pas l'Air Force. L'Air Force s'est dit, maintenant que l'avion a fait ses preuves, pourquoi dépenser encore de l'argent pour former un nouveau pilote d'essai civil alors que notre propre pilote finira de toute façon par prendre l'avion en main. Je n'ai jamais fait de vol supersonique et j'aimerais bien prendre le Concorde, mais je n'ai pas envie de payer aussi cher pour être un simple passager. Certains disent que Slick Goodlin aurait pu être le premier pilote supersonique. Il avait certes prouvé les capacités du X1, mais un autre allait prendre sa place. Impatients d'obtenir des résultats, les responsables de l'Air Force choisissent un pilote de chasse de 24 ans, le capitaine Charles Chuck Yeager. Beaucoup de pilotes possédaient des qualités exceptionnelles comme lui. Mais il se faisait un devoir de connaître et d'apprendre tout ce qu'il pouvait concernant cet avion avant de le piloter, afin de l'évaluer précisément et d'avoir le moins de surprises possible. Le chef du centre d'essai en vol, le colonel Al Boyd, choisit Yeager à cause de ses solides connaissances dans le domaine de la maintenance des avions. L'US Air Force décide de faire voler le premier exemplaire du X1 et de le pousser jusqu'à ses limites en toute sécurité. Le National Advisory Committee on Aeronautics, ou NACA, se charge d'accumuler les données restantes avec le second exemplaire. Pour gagner en vitesse, le X1 de l'Air Force a reçu des ailes plus fines. Le programme est un véritable travail d'équipe. Le commandant Bob Cardenas, aujourd'hui général en retraite, était le responsable et le pilote du B-29 de largage. Dick Frost et Jackie étaient les vrais génies scientifiques du programme. Moi, je tâchais de tout faire pour que ça marche. Chuck a risqué sa vie pour piloter l'engin et Bob Hoover se tenait prêt, sachant qu'il aurait peut-être une chance de prendre les commandes s'il arrivait quelque chose à Chuck. L'équipe est un mélange de jeunesse, de courage et de savoir-faire qui complète merveilleusement les capacités naturelles de Yeager. Il n'avait pas de diplôme d'ingénieur aéronautique, mais Jackie Ridley, si. Jackie Ridley et Chuck Yeager étaient sur la même longueur d'onde. Ils communiquaient à merveille. Jackie pouvait expliquer des choses à Chuck que personne d'autre n'aurait pu expliquer. Pendant que l'US Air Force effectue ses premiers vols, le NACA se prépare à lancer les siens. Scott Crossfield est un de ses pilotes. Les constructeurs exigeaient une quantité faramineuse de données brutes. D'ailleurs, les gens attendaient les données enregistrées lors de ces vols afin de pouvoir les appliquer immédiatement à tous les aspects de la machine. La question n'était pas de savoir si c'était possible ou pas. On exploitait vraiment le résultat du travail détaillé des vols expérimentaux. Il fallait récolter le plus de données possible pour qu'il n'y ait aucun problème non résolu qui puisse affecter les futures machines. Bourré de combustible, le X1 embarque 1100 litres d'alcool et 1200 litres d'oxygène liquide à très basse température, remplaçant l'air pour assurer la combustion de l'alcool.
Ces réserves donnaient au X-1 une autonomie d'environ 5 minutes. Les combustibles hautement inflammables devaient être maniés avec la plus grande précaution. Mais un accident au sol pendant le chargement des combustibles lors de la préparation du premier vol motorisé du 3e X-1 va entièrement détruire l'avion expérimental et son avion porteur. Construit pour dépasser les deux premiers modèles grâce à une turbopompe plus moderne pour l'alimentation en carburant, des réservoirs plus volumineux et une voilure extrêmement fine, le 3e X-1 n'effectuera qu'un seul vol en planée avant sa destruction. L'attaque simultanée du mur du son exige du NACA et de l'US Air Force une coopération étroite. Le NACA analyse et complète les données fournies par le programme d'essai accéléré de l'US Air Force. Le X-1 devient alors un moyen concret de valider de nouvelles théories. Il permet de les confronter aux conditions réelles et démontre que ces nouvelles méthodes d'essai sont bonnes. En aéronautique, on n'a jamais d'ennui avec ce qu'on connaît. C'est ce qu'on ne sait pas et ce qu'on n'a pas anticipé qui nous prend en défaut. Et c'était comme ça qu'on apprenait. Le X-1 est doté d'appareils de mesure et d'enregistrement permettant une évaluation précise de chaque vol. Mais cette technique en est encore à ses balbutiements et c'est sur l'observation des pilotes que repose essentiellement l'information. L'équipe de l'US Air Force approche maintenant de Mach 1. Yeager, au cours de son 8e vol, parvient à Mach 0,997. Mais à cette vitesse, le X-1 subit de fortes vibrations et le pilote a du mal à contrôler l'appareil. Ridley suggère alors une brillante idée. Le stabilisateur horizontal ajustable pourrait en venir à bout. En effet, les ondes de choc se propagent le long du fuselage à mesure que la vitesse de l'avion s'accroît, finissant par rendre cet élément inefficace. Contrairement aux experts les plus avisés, Jack Ridley est persuadé que l'installation d'un empennage horizontal entièrement mobile ouvrira la voie au vol supersonique. J'ai dit à Jackie, mon vieux, tu as intérêt à avoir raison, parce que si c'est eux qui ont raison et toi qui as tort, Chuck y laissera sa vie. Quant à toi et moi, on restera commandant à jamais, muté à la base de Tulé au Groenland pour 3 ans. Il m'a répondu, non, ils ne comprennent rien, je crois qu'on peut y arriver. Alors j'ai dit à Chuck, toi c'est ta peau. Jackie et moi, on sera juste punis. Et j'ai ajouté perfidement, et toi tu auras décroché la timbale, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, si Jackie dit que je peux le faire, je peux le faire. L'assurance de Yeager vient de sa connaissance approfondie de l'appareil et de sa certitude quant au fait que Ridley a trouvé la réponse au problème de perte de contrôle. Bell les avait anticipés en dotant l'appareil d'un manche capable de fournir assez de levier pour un contrôle maximal. Si Ridley avait raison, cette précaution était inutile. Ces ruines isolées à quelques kilomètres de la base d'Edwards sont tout ce qui reste de Poncho's Place, un établissement jadis très fréquenté par les hommes de la base. Poncho Barnes était une aviatrice respectée qui comprenait parfaitement les jeunes pilotes d'essai comme Yeager. Son ranch s'appelait le Happy Bottom Riding Club. C'était un bar de campagne sympathique. Elle avait pas mal de bétail et un élevage de cochons. Poncho était une femme extraordinaire et merveilleuse. Elle avait un bon coup de fusil, montait à cheval, pilotait et jurait comme un vrai bonhomme. Mais elle pouvait servir le thé en robe d'organdi et de dentelle. Après une soirée passée chez Poncho, Yeager décide de faire une balade à cheval dans le désert. Dans l'obscurité, il fait une chute. Perclus de douleur, avec 2 côtes cassées, il craint d'être déclaré inapte à la mission. Il n'en parle à personne sauf à son copain Jack Ridley. Cet accident pourrait compromettre le vol.
Le matin du 14 octobre 1947, terrassé par la douleur, Yeager se demande même s'il va pouvoir fermer la trappe du X-1. Avec ses côtes cassées, il n'arrivait ni à atteindre ni à tirer la porte à cause de la douleur. Il lui fallait une sorte de levier pour l'aider à fermer le verrou de la porte. Et Ridley est allé chercher un manche à balai, l'a coupé à la bonne longueur, environ 30 cm. Yeager a pu le rentrer dans le loquet et avoir assez de levier pour fermer le verrou. À 10 h du matin, le B-29 roule le long de la piste de Muroc et Bob Cardenas entame sa montée de 20 minutes jusqu'à 6000 mètres d'altitude. Transportant le X-1 bourré de carburant, l'appareil peine à gagner chaque mètre d'altitude. À la moitié de cette lente ascension, Yeager rentre dans la soute à bombe frigorifiée du B-29. À sa droite se trouve un petit monte-charge à manivelle. Après quelques secousses, le monte-charge est descendu et Yeager, avec 2 côtes cassées, se glisse péniblement dans l'ouverture étroite. Grâce au morceau de manche à balai de Ridley, il parvient à fermer le verrou. L'avion porteur atteint bientôt l'altitude de largage. Quand le moment est arrivé, nous étions en position. J'ai mis les gaz à fond et poussé le manche afin d'atteindre la plus grande vitesse possible. Chuck se plaignait toujours parce que je le larguais à trop basse vitesse, mais l'appareil commençait à vibrer. Alors j'ai entamé le compte à rebours. 10, 9, 8, j'en sautais toujours 4 ou 5. 3, 2, 1, largage. À peine dégagé, Yeager allume les 2 chambres de combustion. Le X-1 grimpe à 40 000 pieds, 12 000 mètres. Le moteur fusée engloutit le combustible et l'avion s'allège de plus en plus. Sa vitesse augmente. Cette séquence, prise de l'intérieur du X-1, montre l'accélération du moteur fusée. L'interrupteur de l'allumage est poussé et l'aiguille du machmètre grimpe rapidement. Au sol, l'équipe technique attend le signe de la victoire sur le mur du son. Yeager essaie les nouvelles commandes de vol de Jack Ridley. Elles fonctionnent. À 42 000 pieds et Mach 0,92, il allume la 3e chambre de combustion. On entendait à la radio qu'il était coincé juste en dessous de Mach 1. Et soudain, l'aiguille a fait un bond. Bien sûr, on a tout entendu par la radio. Le poste de télémétrie nous a dit « Je crois qu'il est passé ». Il est passé. Aucune vibration violente, aucune indication ne dit à Yeager qu'il a passé le mur du son. Juste une petite variation de l'aiguille du machmètre. Il maintient une vitesse supersonique pendant 20 secondes tout en gardant parfaitement le contrôle de l'avion. Pauvre vieux Chuck, il était là sur le lac. Il se tenait debout sur l'aile pendant qu'on le remorquait vers la base. Il n'y avait pas le cirque médiatique qu'on a habituellement, parce qu'on gardait tout ça soigneusement caché, secret. Jackie, Chuck, Hoover, moi et les autres, on a fait une virée à Hollywood. Et on a fêté ça. L'équipe du X-1 est entrée dans l'histoire. Bell, le NACA et l'US Air Force reçoivent le trophée de Collier en 1947. C'était tout simplement une bonne équipe, un bon groupe. Quelqu'un avait rassemblé les bonnes personnes au bon moment et tout avait marché. Yeager baptisa le Bell X-1 Glamorous Glennis du nom de sa femme. Au cours de ses 78 vols, il allait réussir plusieurs premiers. On voit ici son seul et unique décollage du sol. Même à basse altitude, avec les réservoirs partiellement remplis, le X-1 passait facilement en vol supersonique. L'appareil expérimental atteignit Mach 1,45 et grimpa jusqu'à 21 000 mètres, prouvant ainsi que le mur du son n'était pas infranchissable.
Ces succès érigèrent les bases de toute une série d'avions expérimentaux jusqu'à l'avion de l'espace. C'était le premier pas vers les étoiles. En passant les portes du vol supersonique, le Bell X-1 prouva que le ciel n'avait pas de limite.